travail, quelles sont les nouvelles tendances. Alors à mes côtés, pour échanger sur ces problématiques, j'ai 4 intervenants de grande qualité. Marie qui est juste là, Marie Horry, qui est architecte d'intérieur et qui s'est spécialisée justement dans l'aménagement de bureaux, et notamment pour les startups, mais pas que. À côté également Julien Diard, qui est le fondateur de Moore Design. Alors on reviendra dessus, Julien, parce qu'on ne sait pas trop comment définir Moore Design. Vous êtes à la fois conseil, importateur, fabricant, distributeur, plein de choses, mais en tout cas ils accompagnent voilà, la création de projets de bureaux et d'espaces de travail. À côté également Gaël Montassier, qui est le cofondateur de Startway. Startway, il crée et il gère des espaces de coworking un peu partout dans Paris et en France. Et ça répond à une tendance de mobilité qui est de plus en plus importante. Et enfin, tout au bout, Arnaud Verlet, qui est le cofondateur d'Upfab, et donc qui est un réseau qui fédère tout un réseau d'artisans français qui sont créateurs et fabricants de mobilier et d'agencements sur mesure. Alors peut-être qu'on va plonger directement dans le sujet, mais juste avant ça, le but c'est vraiment d'avoir un workshop qui soit le plus interactif possible. On n'est pas du tout sur un format conférence. Donc si vous avez la moindre question, que vous voulez intervenir, que vous avez besoin d'approfondissement, il y a Alice qui est juste au milieu ici, voilà, qui a un micro, donc n'hésitez pas à prendre les micros et à nous interrompre pour poser toutes vos questions. Alors je vais me tourner peut-être déjà vers Marie et vers Julien. On parle de transformation des espaces de travail. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quels sont les grands modèles qu'on voit émerger ou qui ont émergé ces dernières années? C'est pour moi? Ouais. Tu veux pas? Ok. Bonjour à tous. Pour répondre à ta question, ce qu'on voit apparaître en ce moment, c'est vrai, beaucoup d'espaces nomades et d'espaces de coworking, mais je ne vais peut-être pas développer cette approche. Nos clients nous demandent de plus en plus un immobilier, on va dire un immeuble qui puisse répondre à leur ADN et qui puisse répondre à leur méthode, leur manière de travailler. Plus que de se dire j'ai 100 collaborateurs ou 150 collaborateurs et merci de me les mettre les commerciaux d'un côté, l'espace finance de l'autre. Voilà. Donc on déstructure de plus en plus des espaces pour que les gens travaillent les uns avec les autres, que la communication se fasse au mieux, ce qui est un peu, ça va dans l'aboutissement des espaces ouverts de l'open space, et sur lequel on cherche bien entendu à trouver ce dénominateur commun qui va faire que les espaces de travail il va y avoir une vie, où il va y avoir quelque chose qui va ressembler à l'entreprise, au chef d'entreprise, au manager, et où les salariés vont se sentir, on va dire, du mieux possible. Merci Julien. Et donc concrètement, tu as parlé de coworking, d'open space, on parle aussi de plus en plus de flex office. La dernière fois, tu m'as cité le semi-flex office. Alors, le coworking, j'en parlerai pas. Les espaces ouverts, je pense que chaque chef d'entreprise ou entrepreneur essaye de rationaliser son espace. On sait très bien que derrière les salaires, l'immobilier est le deuxième coût pour l'entreprise, donc le loyer. Donc on est vraiment, surtout dans les grandes villes, mais sur une optimisation des mètres carrés qui est importante. Après, la manière de travailler, la meilleure optimisation reste le décloisonnement. Ensuite, on parle beaucoup de flex office, de mobilité. À la fois, la vraie contrainte, elle n'est pas juste d'amener une solution autour du mobilier ou autour de l'aménagement, mais elle va être d'apporter une solution où notre rôle, et là je dis notre rôle, c'est parce que je pense que les quatre, on est à peu près sur la même approche, à savoir qu'on est presque des psychologues, c'est que ça ne s'arrête pas juste à trouver une solution d'aménagement, mais on va un petit peu plus loin où il faut accompagner les utilisateurs, quoi. Et la grande tendance du flex office qui est d'avoir des postes non attribués, elle ne se fait pas juste en claquant des doigts ou juste par une volonté du chef d'entreprise pour que ça fonctionne. Moi je reviens toujours sur, on parle d'open space, je reviens toujours sur un exemple où il y a 15 ans j'avais des utilisateurs qui me disaient je comprends pas, j'ai jamais travaillé en espace ouvert, j'ai toujours eu un bureau individuel, comment je vais travailler en open space?
Là, on a dépassé déjà en 15 ans, on a déjà dépassé quelque chose par rapport à ça, mais je pense que c'est plus notre rôle maintenant, que ce soit avec les architectes, avec les utilisateurs finaux, il est vraiment d'accompagner ces utilisateurs pour arriver à quelque chose qui, pour un résultat qui fonctionne in fine, quoi. Ok, et alors justement Marie, donc on parle de décloisonnement, il y a un enjeu économique, maintenant on cherche à gagner des mètres carrés, donc on décloisonne, on crée des espaces qui sont de plus en plus ouverts. Qu'est-ce que ça implique du coup dans l'aménagement de l'espace global? Comment est-ce que les gens se rencontrent? Voilà, du coup on en vient à créer de nouvelles typologies d'espaces également. Exactement. Alors on décloisonne, les bureaux ne sont plus attribués, on n'a plus un bureau à proprement parler, mais du coup on crée de nouveaux espaces. Les mètres carrés qu'on a gagnés, ce que disait Julien tout à l'heure, on va les réutiliser avec des espaces qui vont être dédiés à des choses, en particulier le coup de téléphone. On va créer des cabines téléphoniques, on va créer des petits espaces de réunion, on va créer des espaces de détente, des cafétérias, des espaces de sommeil quelquefois. Et donc on va en fait gérer l'espace, c'est-à-dire qu'on ne va plus travailler à un seul endroit, on va se déplacer en fonction de sa journée par rapport aux choses qu'on a à faire dans la journée. Mais ça demande un apprentissage, ça demande aussi à changer des habitudes qu'on n'a pas du tout. On est passé du bureau fermé, l'open space, et maintenant un flex office, et c'est vrai que c'est un vrai bouleversement. Alors, ça me permet de rebondir, puisqu'on discutait la semaine dernière avec Marie sur ce sujet du flex office, et on disait finalement le pendant de ça, c'est qu'on n'a pas l'assurance, en tant que salarié d'une entreprise, quand on arrive au travail le matin, d'avoir un poste disponible. Puisque flex office, il y a a priori moins de postes que de salariés dans l'entreprise. Et on disait que ça pousse au télétravail, et là ça me permet de faire le lien avec Gaël, et justement avec cette notion de coworking. Finalement, qui sont les gens aujourd'hui qui sont utilisateurs de tes espaces de coworking, et à quels besoins ça répond, Gaël? Alors, Starto a été créé pour un besoin spécifique. Nous sommes des entrepreneurs, nous étions confrontés à la problématique en fait que rencontrent tous les entrepreneurs lors de leur lancement, c'est de trouver des bureaux et que ces bureaux puissent les accompagner dans leur croissance ou leur décroissance. Et donc on a en fait mutualisé des mètres carrés. Ça a démarré comme ça en 2008. 2012, on immatricule Startway et aujourd'hui nous avons 14 espaces. La typologie de nos clients, à l'origine, ce sont des entrepreneurs, des freelances, quelques salariés en télétravail. Et aujourd'hui, nous avons des grands groupes qui viennent et qui, en fait, délocalisent une partie de leurs collaborateurs, souvent des équipes projets. Ces équipes projets recherchent de la souplesse, aussi un environnement assez stimulant, et elles arrivent en fait dans nos espaces. Voilà. D'accord. Qu'est-ce qui crée qui amène plus de créativité? On dit souvent qu'on rencontre plus de monde, mais est-ce que tu as des exemples concrets justement de projets comme ça où des corpos finalement laissent la possibilité à leurs salariés d'aller travailler en open space et où ça a un effet extrêmement bénéfique à la fois sur l'efficacité au travail, la créativité, etc. En fait, l'idée c'est on passe beaucoup de temps au travail. On en passe énormément. Donc l'idée c'est de recréer un environnement qui soit un environnement agréable à l'œil, à l'usage. Et c'est ce que nous avons fait en fait, réaliser pour une filiale du groupe La Poste à Poitiers. Donc nous avons créé un espace de 350 mètres carrés qu'on a complètement réimaginé. Et aujourd'hui, ce sont trois branches de ce groupe La Poste qui est tentaculaire, qui s'y retrouvent. Donc ces gens-là travaillaient en fait dans différents services, ils étaient à Poitiers, ils ne s'étaient jamais rencontrés. Et l'idée de les amener dans un environnement stimulant a été une réussite. Il a fallu leur expliquer au départ qu'ils allaient changer d'environnement de travail, hein, donc c'était pour eux assez éprouvant. Donc on les a accompagnés sur une vraie relation de confiance, on a co-construit ensemble cet aménagement, tout l'environnement. Et aujourd'hui, ce sont nos premiers business développeurs, c'est eux qui en parlent dans tout le groupe. Et c'est vrai qu'ils ont du plaisir en fait à rester, éventuellement revenir de temps en temps certains le week-end, ce qui n'était jamais vu pour finir. L'idée du coworking, c'est de se dire, on a un bureau, ce bureau à n'importe quel moment on peut y venir, on peut venir y travailler,
et on y trouvera un environnement sympa. On n'est pas dans on n'est pas chez un corporate. On peut venir travailler à son rythme quand on veut. Ok. Et alors justement, donc on disait, Julien, au début, c'est parti par tous ces projets de revoir l'organisation des espaces de travail. C'était porté par des projets plutôt économiques, donc économiser des mètres carrés, etc. En même temps, il y a d'autres enjeux, tu l'as dit tout à l'heure, les enjeux de communication. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de l'espace de travail comme un levier de recrutement également. Pour toi, quelle est ton analyse un peu de toutes ces problématiques et comment est-ce que l'espace de travail peut vraiment devenir une marque et un levier de valorisation pour l'entreprise? Alors, pour répondre à ce que tu dis, je vais revenir sur ce que disait Gaël. Il a utilisé un mot qui est très intéressant, qui est la co-conception ou la co-création, qui est, à mon avis, un des points les plus importants pour qu'un projet soit réussi. J'en parlais tout à l'heure avec l'ADN des marques. Moi, ce que je peux en dire, c'est que nos interlocuteurs, ils ont changé. Il y a une dizaine d'années, on travaillait nos aménagements avec les services généraux, avec les DSI. Et maintenant, on travaille nos aménagements avec les directions ressources humaines. Et ça, c'est, je pense, le plus gros changement qu'on a eu ces 3 dernières années, de voir apparaître vraiment des DRH qui sont motivés, qui veulent porter le projet, qui le portent avec le management, et qui fait que les projets ont une instance, un but économique à la base et se transforment en un but social avec une co-création, une implication des salariés dans l'aménagement. Je pense que le problème de tout ça, et si les espaces de coworking existent, c'est entre autres à cause de l'immobilier, à cause d'un bail 369 qui est un bail commercial qui est trop dur par rapport à notre manière de travailler à ce jour. Ce qui est important maintenant, c'est que les marques ont de plus en plus un regard de plus en plus important au recrutement et à attirer les meilleurs talents. Et si les locaux ne sont pas en correspondance avec la marque ou avec la volonté d'avoir les meilleurs, je dirais que les meilleurs éléments, même dans un milieu où il y a beaucoup de chômage, ils choisissent, et ce qui est pas, ils choisissent le lieu où ils veulent travailler, quoi. Je reviens toujours sur une étude qui est sortie, qui était de dire à quoi ressemblera le bureau dans 10 ans. C'était une étude qui a été posée à l'ESSEC et qui disait, le résultat c'était de dire mon bureau dans 10 ans, ça sera un canapé, une tablette et une connectique, et non pas un bureau, un caisson et une chaise de travail. Donc je pense que par rapport à ça, on est obligé de s'adapter à l'évolution. Je ne rentrerai pas dans le débat de la génération Z, et tout ce problème générationnel, mais je suis persuadé que si on ne s'adapte pas ou si les entreprises ne s'adaptent pas, ils passent à côté de quelque chose, et du coup l'enjeu de l'aménagement devient quelque chose de plus en plus important, et la participation des salariés devient plus qu'un sujet économique en fait. Alors Marie, toi, justement, comment est-ce que tu traites ce problème de l'intergénérationnalité dans tes projets? Alors, ce qui est sûr, c'est que la génération la plus qui accepte le plus rapidement le flex office, c'est la nouvelle génération, la génération Z. C'est-à-dire que eux, dans leur vie quotidienne, ils partagent tout, ils partagent leur musique, ils partagent leur voiture, ils vivent tous de cette façon-là. Donc, partager un bureau, ça les choque absolument pas. En revanche, il n'y a pas que des gens de 22 ou 25 ans dans les entreprises, et la difficulté, c'est ceux qui ont connu autre chose, d'arriver à être, en tout cas, pas être malheureux dans un univers de flex office. Et ça, c'est pas évident, ça prend du temps. D'expérience, les entreprises qu'on a installées en flex office nous disent qu'il faut effectivement un temps d'adaptation. Ce que disait Julien, on essaie de les accompagner, les préparer au départ, de communiquer avec eux, de mettre en valeur tous ces nouveaux espaces qu'on a créés, parce qu'il n'y a plus la machine à café sur un bout d'escalier, sur un palier d'escalier, il y a un vrai univers. Ils ont perdu des choses, mais ils en ont gagné d'autres, donc on essaie aussi de mettre en avant tout ça. Et puis après, il y a aussi des notions de confort qui ne sont pas encore complètement arrivées en France, mais qui vont... le flex office, c'est aussi l'antichambre du travail chez soi. Et je pense que plus on va avancer pour faire peut-être accepter à cette génération, c'est peut-être dire c'est une journée de travail, de télétravail par semaine, et
les pays nordiques, l'Allemagne, qui font ça de manière beaucoup plus naturelle. Enfin, ça fonctionne vraiment très bien. Je disais il n'y a pas longtemps que la sécurité sociale en Belgique offre jusqu'à 3 jours de télétravail par semaine. Ils ont augmenté, je crois, le traitement des dossiers passé de 18 à 4 mois. C'est-à-dire que ça a même gagné en efficacité. Maintenant, c'est pas totalement dans l'état d'esprit français. On n'est pas sur un mode, on est plus sur un mode de contrôle qu'un mode de confiance. Mais je pense qu'il faut que ça change aussi pour pouvoir embarquer et intégrer tout le monde dans ce nouveau moyen, enfin une nouvelle façon de travailler. Voilà. Ok, donc on a finalement, en changeant l'espace de travail, on est vraiment en train de changer l'organisation du travail et la manière dont les gens collaborent et travaillent ensemble. Oui, tout à fait. Et après, je pense que on dit quelquefois, on est confronté dans des briefs avec Julien en disant oui, mais alors nous on veut bien l'essayer sur certains services, les commerciaux, des gens moins sédentaires. Et il y a toujours ce problème de la partie administrative et comptable. Oui, mais ils ont plein d'archives, c'est très confidentiel, etc. Donc cette partie-là, on ne pourra pas la bouger. Et je pense que c'est sans doute le premier métier, enfin c'est un des métiers qui va, dans les années futures, pas disparaître, mais c'est-à-dire que tout va être automatisé, informatisé, il y a des algorithmes qui arrivent, c'est un des... Donc il y a des choses, la technologie et l'avancée technologique fait que de toute manière les choses avancent et changent, et que je pense que je suis sûre que le flex office n'est pas seulement un effet de mode, est vraiment quelque chose qui correspond à une nouvelle façon de travailler. Voilà. Même si c'est pas évident, comme toute révolution. Alors, est-ce qu'on assiste aujourd'hui à une espèce de standardisation finalement du nouvel espace de travail? C'est une question vraiment ouverte pour tout le monde. Moi, je trouve pas standardisation dans l'approche où on voit de plus en plus de mobilier collaboratif, on crée des mobiliers qui sont différents. Je pense que à travers aussi les nouvelles technologies, des mobiliers qui sont plus connectés. Mais je trouve au contraire que standardisation, non, dans le sens où nos clients, quand on va pas faire, je prends cet exemple, chez EDF, on va pas faire des bureaux Google ou à la SNCF, on fera pas les mêmes bureaux que chez PricewaterhouseCoopers. Donc il y a quand même une forme d'ADN, je pense qu'il faut respecter, même si les manières de travailler vont être proches. Par contre, les mobiliers collaboratifs ou la manière de se réunir, la confidentialité, tout ça est quand même différent en fonction des entreprises et fait que dans l'aménagement, on retrouve des choses quand même différentes, je trouve. Bonjour à tous. Je rajouterais peut-être qu'il y a une modularité qui intervient plus qu'avant au niveau de transformer des espaces dans un même local, que ça puisse être un bureau pour des salles de réunion ou vraiment un bureau pour que les personnes puissent s'installer et travailler toute la journée. On voit des tables à hauteur variable avec des vérins, des tableaux sur roulette, il y a un écran de télé, un écran blanc de l'autre côté. Voilà, offrir de la modularité pour également du gain d'espace et de la flexibilité au niveau des espaces de travail. Après, on s'aperçoit que Airbnb a beaucoup uniformisé les intérieurs de maisons. C'est-à-dire qu'on a standardisé, enfin, si vous allez prendre quelle que soit la grande ville, la grande métropole internationale, vous trouverez des intérieurs qui se ressemblent à peu près tous. On pense que la tendance dans le coworking, enfin, moi je parle pour mon activité, c'est pareil. On retrouvera des atmosphères qui seront à peu près les mêmes. Ensuite, c'est à la marge. Ça va être la qualité des matériaux, la durabilité, les mousses pour les assises, la modularité du mobilier. Donc tout ça, ça reste vraiment à inventer, à travailler. Avec Opfab, donc je parle un peu on a refabriqué, on a relancé une production de mobilier en France, un mobilier de bureau, parce que le mélaminé, la standardisation du bureau de travail
ne nous convenait pas. On avait des problématiques effectivement aussi d'entretien, parce qu'un mélaminé, ça se dresse assez vite. Et c'est vrai qu'un bois massif en hêtre permet d'absorber et on conserve et ça se patine dans le temps. Donc ce sont des matériaux plus nobles, sensuels au toucher et très agréables. Donc en fait, on va revisiter à la marge un certain nombre de mobiliers, mais les atmosphères, je pense, vont se standardiser progressivement. Et ce n'est pas le coworking ou les nouvelles façons de penser les bureaux qui modifient les comportements. C'est qu'en fait, il y a un comportement général dans le monde pour les entreprises qui amène à être beaucoup plus agile. Le modèle français est un modèle qui a bien fonctionné, aujourd'hui qui arrive à ses limites, c'est un modèle lamarckien, c'est-à-dire qu'on ne s'adapte pas. On a un modèle, et ce modèle, on va le raffiner jusqu'au moment où on ne peut plus le raffiner. D'accord ? Donc c'est le modèle des grands groupes français. Le modèle actuel de l'innovation, c'est le métissage, donc c'est sortir de la consanguinité des grandes entreprises, parce qu'on pense tous là, de la même façon, et ça c'est pas bon. Et ensuite, c'est permettre effectivement à ces grandes entreprises de pouvoir, à travers le métissage, de voir les tendances et créer les rencontres et changer de modèle, c'est-à-dire passer sur un modèle un peu plus darwinien, qui est, ce ne sont ni les plus forts ni les plus intelligents qui survivent, mais ceux qui sont en mesure de s'adapter au changement. Et il faut s'adapter au changement, et cette adaptation, ça passe par essayer de repenser l'univers de travail, métisser les compétences, aller chercher les meilleurs effectivement collaborateurs et offrir un certain nombre de choses qu'on ne connaît pas encore, mais qui vont continuer à se développer. Donc il faut être à l'écoute du marché. Alors justement, donc tu disais tout à l'heure Julien, maintenant on essaye vraiment de transposer l'ADN de la marque à l'échelle d'un projet, d'un intérieur, d'un espace. Comment est-ce que ça se passe concrètement? À quel niveau est-ce qu'on peut jouer? Quelle est la marge de manœuvre finalement dans les projets? La marge de manœuvre, souvent elle n'est pas vraiment définie par nous. Je l'ai renvoyée à Marie, mais c'est la surface qui nous reste. Quand on attaque un projet, on essaye pour comprendre l'ADN, il faut faire une étape qui est très importante, qui s'appelle la programmation. Et la programmation, c'est d'essayer de comprendre comment l'entreprise est organisée, de quelle manière le management est appliqué, parce que si les managers ne savent pas travailler dans un espace en flex, ça ne sert à rien de commencer à proposer du flex et d'essayer de travailler de manière différente. Encore plus si le président ou le CEO de la boîte ne pousse pas dans ce sens-là. Donc tout ça, cette programmation, elle va nous permettre de définir des surfaces, et c'est cette surface-là qu'on va allouer. Mais je dirais que ça c'est plus vraiment la partie de Marie et sur lequel après on va y apporter du mobilier, quoi. Mais le plus important là-dedans, pour moi, c'est qu'il y ait vraiment... alors, j'aime pas trop employer ce mot-là, la place du village, mais vraiment un élément fort qui fasse qu'à un moment donné dans un projet, les gens puissent se rencontrer et se retrouver tout simplement. Pour que, je vais prendre nos locaux, nous on a des locaux qui font à peu près 500 mètres carrés, on a une cuisine qui fait 80 mètres carrés. Je pense qu'il y a 10 ans on n'aurait jamais fait ça. Donc c'est ce qui prouve bien qu'on avait besoin d'un espace de vie, un espace où les gens se sentent bien, mais que cet espace aussi, comme tu le disais, l'après-midi les gens, on a une banquette, ils sont connectés comme si on était au Starbucks et ils viennent travailler de la même manière, et c'est juste une autre manière de travailler. Mais si on parle juste de rationalisation, si on va voir un CEO et qu'on lui dit ok, tu as une surface de 500 mètres carrés mais on va te mettre 100 mètres carrés de cuisine, il vous dit non, quoi. On va tout de suite dans les choux. Après c'est un accompagnement psychologique, c'est un apprentissage. On l'a fait avec Marie là, sur un projet où les gens ont déménagé aussi dans un espace en bougeant leur mobilier, ils sont passés dans un espace A, un espace B, en bougeant juste le mobilier, mais en n'ayant pas revu leur espace de travail. Le résultat, c'est que la DRH, elle qui avait aucun problème, et on parle dans le centre de Paris, aucun problème pour recruter, elle n'arrivait plus à trouver de stagiaires parce qu'il n'y avait aucune vie dans ses locaux, quoi. Donc ce qui prouve bien qu'il y a quand même une vraie adéquation et un vrai lien entre l'aménagement, la société, la manière de travailler,
l'immeuble, d'une certaine manière, la situation géographique, parce que ça c'est aussi quelque chose de très important, qui va faire que la marque va ressortir à un moment donné. Est-ce que, Marie, il y a des règles intangibles dans l'organisation d'un espace? Non, des règles, il y en a, mais il y en a de moins en moins. Effectivement, au départ, nos interlocuteurs sont... Il y a la rentabilité qui compte, ça c'est important. Mais je vais revenir sur... en tout cas, il y a une vraie chose qui est importante, parce que les règles, on va en suivre certaines. Il y a les contraintes du bâtiment qui sont importantes, il y a les contraintes liées à l'activité de la société. Mais il y a une chose qui est fondamentale, et c'est la préparation. On parlait de programmation et l'échange avec tous les services. Effectivement, moi j'ai moins d'années, donc mes interlocuteurs sont effectivement ou les RH ou les directions qui s'impliquent de plus en plus, parce qu'elles sentent quand même qu'il y a quelque chose qui se passe, et voilà. Et c'est tout le travail qu'on fait en amont avec eux, avec chacun des services, avec la direction, est vraiment, vraiment importante pour la réussite du projet. Et ça, souvent dans le planning général, les préparations, les 15 jours, etc. Et ça, il faut vraiment, pour la réussite du projet, échanger avec chaque service pour que nous comprendre la problématique propre à l'entreprise, la transformer avec les contraintes à la fois techniques, à la fois budgétaires, voilà, et leur apporter un projet qui leur ressemble, qui va être différent et qui va après être efficace pour eux. Voilà. Mais les règles, c'est avoir une forme de discipline, travailler en bonne communication, et puis aller au bout ensemble du projet. Mais... Alors tu parles de budget, l'enjeu économique, j'imagine que c'est toujours un point assez central dans les projets. Finalement, est-ce que les clients pour qui tu travailles, est-ce qu'ils ont une notion de cet aspect budgétaire? Comment est-ce qu'on travaille avec ça? Ou est-ce qu'on essaye est-ce qu'il faut les pousser à définir un budget? Est-ce qu'on navigue un peu à vue au départ? Comment ça se passe? En général, ils ont quand même une petite idée, ils ont une enveloppe un peu en tête, qui n'est pas toujours la bonne, mais ils ont déjà quelque chose en tête. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'on peut faire avec des petites enveloppes autant qu'avec des grandes. Il y a des solutions, et c'est souvent dans la contrainte qu'on trouve qu'on est le plus créatif, moi je trouve, mais il y a un minimum quand même. Il y a un minimum à investir pour... voilà. Et après, il y a une histoire de... Il y a un ratio connu par rapport au mètre carré ou pas? Très très aléatoire, c'est comme dans tout type de travaux, c'est-à-dire que ça dépend de tellement de choses, c'est-à-dire que à la fois du choix des matériaux, du nombre de mètres carrés, du type de rénovation, est-ce que c'est une rénovation légère ou lourde, est-ce que ça va être très cloisonné, pas cloisonné, quel type de cloisonnement, enfin... Donc c'est une fourchette qui est tellement large que ce serait bête de la citer, mais en tout cas, voilà, ça représente un investissement, mais j'allais dire, tout est dans l'accompagnement aussi et dans la préparation, c'est-à-dire que quand on explique aux gens qu'il faut investir dans du mobilier ou dans une nouvelle connectique, parce qu'ils vont... Voilà, les gens entendent et sont quand même intelligents et ouverts, donc c'est un accompagnement après. Voilà. Et alors juste, je reviens, tu disais tout le travail amont que tu peux faire avec les services, comment est-ce que ça se formalise? Toi, est-ce que c'est vraiment finalement essayer de comprendre leur métier, la manière dont ils fonctionnent? Est-ce qu'aujourd'hui tu as une méthodologie que tu es capable d'appliquer? Je ne dis pas à chaque fois parce que tous les cas et tous les projets et les clients sont nouveaux, mais est-ce qu'il y a une méthodologie à suivre? Il n'y a pas vraiment de méthodologie. Alors moi j'ai la chance d'être indépendante et je passe beaucoup de temps avec mes clients et je m'investis vraiment pleinement dans mes projets parce que j'ai pas une agence énorme et lourde, et voilà, donc je peux mais du coup j'ai vraiment voilà, je m'intègre, j'ai besoin de ça en fait pour concevoir le projet, de m'intégrer, de rencontrer les gens, de comprendre leur activité, parce que j'ai la sensation que justement, tu parlais tout à l'heure de cette standardisation il y a des choses qui vont être transversales et qu'on va retrouver dans toutes les entreprises, mais ce qui va faire la différence dans un aménagement, c'est la chose ou les choses qui sont propres
à l'activité de la boîte qu'on installe. Et ça, je crois que c'est vraiment avec le temps et la préparation et l'immersion. Voilà. Donc, moi, c'est beaucoup de rendez-vous, c'est aussi connaître un peu les anecdotes et l'histoire de la société. Un déménagement, c'est toujours un point c'est où que la société grandit, ou qu'elle réduit, ou qu'elle fusionne. Donc, il se passe toujours quelque chose au moment d'un déménagement. Et essayer de comprendre pourquoi, voilà, comment va se passer cette transition et essayer de... Parce que c'est aussi pas traumatisant, mais c'est une étape dans la vie pour tous les employés. Essayer de comprendre pourquoi, essayer quelle a été l'histoire de la société, et ça aide énormément, je trouve. Et voilà. Après, on passe dans les phases plus classiques de conception, d'études, de conception, de suivi, etc. Mais moi, j'aime bien passer beaucoup de temps là-bas. Alors toi, Julien, justement, avec Moore, à quel moment vous intervenez dans les projets? Alors, nous, on a des ratios, par contre. En fait, c'est très, très aléatoire. Pour revenir à ce que disait Marie, je pense que au niveau des budgets, déjà, les budgets sont pas très flexibles parce qu'on voit pas beaucoup de clients passer d'un budget de 100 à 300, ça c'est pas vrai. Par contre, c'est beaucoup des vases communicants. Gaël en parlait juste avant. Trouver un industriel qui sort des plans de travail pas très chers, mais à la fois on a toujours besoin de plans de travail. Maintenant, c'est peut-être le sujet sur lequel on met le moins d'argent. De moins en moins, et on va peut-être mettre plus d'argent sur du mobilier collaboratif ou des éléments plus connectés ou des salles de réunion ou ne serait-ce que d'avoir des prises de confort pour pouvoir recharger son téléphone portable. Donc des choses un tout petit peu différentes juste que sur le produit, le plan de travail en tant que tel. Nous, on intervient, comme tu l'as dit en introduction, on est une société assez variable, puisque on fait de l'importation, on fait de la distribution, on fait de la fabrication, on crée du mobilier, on fait pas mal de choses. Donc c'est très aléatoire, on peut intervenir très en amont, c'est ce qu'on préfère parce que c'est là où est notre plus-value, de pouvoir apporter une réponse en adéquation avec le budget ou un travail qui soit collectif, que ce soit avec des prescripteurs, que ce soit nous directement, que ce soit avec des espaces de coworking, que ce soit avec différents types de clients. On a vraiment tout type de clients. Ensuite, je pense que on est un métier, du fait d'avoir plein de métiers dans notre entreprise, les gens se servent de nous des fois très en amont, comme des fois juste pour fournir du mobilier, tout ce qui est plus classique dans la distribution de meubles, comme un revendeur classique. Maintenant, notre plus-value, elle est vraiment autour du conseil, d'essayer de trouver le mobilier qui soit toujours une réponse, ou qui ait une réponse à nos clients, que ça soit surtout en termes de budget. Est-ce que vous pouvez intervenir au niveau de manager la concertation finalement au niveau de l'entreprise, ou est-ce que ça c'est un travail qui doit se faire, qui doit être fait par l'entreprise et finalement ils doivent être autonomes et indépendants sur cette partie-là? D'une certaine manière, oui. C'est-à-dire qu'on a les compétences, et c'est des choses qu'on fait assez régulièrement, de manager ce type de sujet. En fait, ce qui se passe le plus souvent, c'est que les utilisateurs, ils choisissent pas l'immeuble où ils vont déménager, quoi. Quand on parle d'un sujet mobilier, c'est souvent un sujet de déménagement quand même. Donc on part d'un point A à un point B, et l'utilisateur final, il ne va pas intervenir sur le choix de l'immeuble ni l'adresse. Donc le mobilier est un des seuls sujets sur lequel l'utilisateur final, on peut lui poser la question. Mais je rejoins ce que disait Marie, c'est de nouveau une préparation. Si c'est de lui faire choisir entre un siège A et un siège B, il y a un intérêt, parce que on va dire la DRH, elle se soulage du choix d'une certaine manière, mais pour moi ça suffit pas, quoi. La concertation, elle doit se faire presque de la programmation, dont on parlait tout à l'heure, mais dans la conception, de pouvoir intégrer à un moment donné un groupe d'utilisateurs, c'est pour nous déjà une garantie. C'est une garantie de réussite, puisque c'est eux qui vont porter le projet, quoi. Une garantie aussi vis-à-vis du chef d'entreprise, puisqu'on va être garant du budget, mais surtout on voit une évolution autour du projet qui devient intéressante, et c'est là où notre plus-value est vraiment là, parce que
au début, on parle de choses très virtuelles. Pour vous, qu'est-ce qu'une cuisine idéale ou qu'est-ce qu'un plan de travail idéal? Et après, on lance des prototypes et après, on met en place les prototypes et après, les utilisateurs choisissent. Et tout ça, c'est un gage aussi de qualité en termes de conseils, quoi. Et alors Gaël, justement, vous chez Startway, vous avez fait le choix de mener les projets d'aménagement des espaces que vous ouvriez seuls. Comment ça se passe finalement, voilà, est-ce que vous aviez des compétences en interne sur ces sujets d'aménagement et de décoration? Et sinon, comment est-ce qu'on se met dedans? Nous, on a beaucoup moins de contraintes que nous ou Marie, Rory, parce que... Comment? Il y a quand même de la concurrence. Oui, mais malgré tout, on a moins de contraintes parce qu'en fait, on crée un univers qui est le nôtre. En fait, et eux doivent travailler doivent être très consensuels avec leur univers, enfin l'idée qu'ils se font de l'univers qu'ils aimeraient pouvoir concevoir pour cette entreprise et les dirigeants de cette entreprise qui ont aussi une idée. Donc il faut qu'ils arrivent à faire converger les deux. À mon avis, c'est beaucoup plus compliqué. Donc nous, en fait, on a beaucoup moins de contraintes. On a des contraintes qui sont d'efficacité, bien sûr, qui sont des contraintes de sécurité. Et puis ensuite, à nous de créer dans cette équation-là, qui est une équation finalement, après il y a une question de refacturation, etc. Mais là, on entre dans notre modèle économique, mais on crée un univers qui est le nôtre et avec la conviction que ça va fonctionner et qui va pouvoir être aménageable. L'idée, c'est qu'il soit imparfait, 95%, je pense qu'il l'est beaucoup plus. L'idée, c'est de l'amener à 95% de manière à ce que les gens puissent s'approprier le reste, les 5% restants, et en fassent leur partie, parce que quelque part, le coworking, c'est de la colocation, c'est un centre d'affaires avec des aménagements où on a des points de convergence importants, comme on disait, des cuisines beaucoup plus importantes, des grands salons, aussi on va pouvoir travailler et échanger de manière formelle ou informelle, et puis des salles de réunion. Donc c'est un lieu qui doit pouvoir permettre à tout le monde d'y trouver en fait sa place et ce pourquoi il est arrivé là. Et à partir de là, c'est de la colocation. Donc les gens vont s'approprier leur lieu, vont le brander. Nous, on est parti du principe de ne pas faire de com. C'est pour ça qu'on n'entend pas beaucoup parler de nous, mais notre business se développe de manière forte, parce qu'on préfère que nos clients s'approprient le lieu et plutôt que d'y mettre un gros Startway, on préfère qu'ils y mettent le nom de leur entreprise. Moi, je suis un entrepreneur, j'ai toujours eu du mal à aller chez Regus ou chez d'autres qui vont cannibaliser ma marque, donc je préfère être dans un environnement qui va valoriser ma marque. D'accord, donc c'est ça l'ADN de Startway? L'ADN de Startway, c'est des entrepreneurs qui créent des bureaux et toute une gamme de services pour d'autres entrepreneurs et pour favoriser l'entrepreneuriat et le développement. Alors, c'est la création d'entreprises, mais c'est aussi la pérennisation des entreprises, c'est les rencontres entre différentes entreprises, des fusions, on parle, c'est important que les gens se rencontrent et se disent, bon sang, toi tu es sur ce marché, on est très complémentaires, on va avancer ensemble. En fait, c'est une place d'échange qui permet d'apprendre à se connaître, de créer la confiance dans un environnement stimulant. Enfin, du moins, on l'espère. On essaye de le concevoir comme ça. Alors Arnaud, toi avec HopFab, finalement, tu accompagnes, il y a de plus en plus d'entreprises qui se tournent vers vous, ou alors des prescripteurs également pour faire réaliser du mobilier sur mesure. Est-ce que l'argument du Made in France ou de l'artisanat, aujourd'hui, ça fait partie des choses qui sont importantes pour les entreprises? Complètement. L'artisanat le vent en poupe. On en parle de plus en plus. On achète du Made in France parce que c'est un achat plus sensé. On parlait de meubler des espaces de coworking, des bureaux avec du mobilier lambda. On retrouve dans l'artisanat tout sauf du mobilier lambda. On peut vraiment faire du sur-mesure, s'adapter à la marque, aux besoins de chacun. Et c'est une clé pour l'artisanat est une clé pour s'adapter à toutes ces demandes en fait.
Moi, je voulais simplement revenir sur une petite chose au niveau du prix, parce qu'on a eu de belles surprises où l'artisanat pouvait être moins cher ou au même prix que des équipements que l'on trouve dans la grande distribution. Voilà, je ne vais pas citer de marque, c'est pas la peine, mais voilà, on a notamment avec Startway, on a fait des casiers, 80 casiers, et on était à peu près 2000 € moins cher que un produit dans la grande distribution, avec des matériaux de qualité, avec quelque chose qui s'adapte tout à fait. Tu me dis si je me trompe. On a même pu customiser, le meuble à casier pour qu'il s'adapte à l'identité Startway. Une dernière question, là c'est un peu plus prospectif, mais à chacun, quelle est votre idée du bureau du futur ou dans 10 ans? À quoi il ressemblera ce bureau? Une bonne question. Il aura des ailes et deux réacteurs. Non, je pense que le bureau dans 10 ans, l'immeuble de bureau dans 10 ans, je ne vais pas dire l'immeuble de bureau, on va dire le siège social d'une grande multinationale dans 10 ans, je pense ressemblera plus à un espace de coworking, peut-être avec ses chambres d'hôtel, son service de restauration et plein de services à la personne, incluant des salles de réunion et plein d'autres choses, mais plus que du bureau classique comme on peut le voir actuellement, mais on voit déjà beaucoup de sièges qui sont en train de se transformer. Voilà, et ça ne sera pas juste un seul lieu, c'est déjà le cas, c'est plusieurs lieux je pense. Quand on est une grande entreprise, c'est quand même aussi la tendance, et je pense on sera plus rattrapé par la technologie plus que par les meubles de bureau, quoi. Donc l'enjeu il est très technologique, et ensuite il est social, à travers notre culture où on n'a quand même pas trop tendance, comme tu le disais, on est plus à faire du protectionnisme et à dire est-ce que mon employé il arrive à 9h et il part bien à 18h, alors que le système anglo-saxon est complètement différent. Maintenant, on est des Français, et cette culture française, qu'elle soit dans l'artisanat ou dans un grand siège, c'est compliqué de faire changer ses habitudes et de faire changer ses aménagements. Mais on le voit très bien à travers certains groupes qui ont déjà pris conscience de ça, qu'on fait des sites qui sont agréables, qui leur ressemblent, qui ne ressemblent pas obligatoirement au site idéal comme nous on l'envisagerait, mais qui leur ressemblent parce que, je sais pas, c'est une société bancaire ou autre, mais moi je crois beaucoup au coworking d'une certaine manière. Ça passera peut-être par une loi qui transformera le bail commercial peut-être, et qui allégera aussi les entreprises à ce poids qui est important, où si vous vous engagez pas sur un bureau sur 6 ans, vous n'avez même pas accès au bureau. Donc je pense que c'est aussi les nouvelles générations qui feront aussi avancer, je pense, les aménagements. Mais moi je verrais bien un mix entre le Mama Shelter et un lieu de vie. Un vrai lieu de vie, ouais. On a un petit échantillon qui s'est créé avec la station F, la Alfred Ciné, qui regroupe énormément de services, postal, bancaire, création d'entreprises, restaurants. Et tu parlais des hôtels, il y a une tour qui est en construction pour héberger les start-upers. Et donc voilà, lieu stratégique, central, bien placé, avec les moyens de communication, la ligne 14, la gare d'Austerlitz, la gare de Lyon à côté. Voilà, je pense que le temps est ce qui va diriger le monde, donc les moyens de transport, les moyens d'accès pour aller à son lieu de travail va être très et les services disponibles du coup à l'intérieur du lieu de travail. Pour gagner du temps de plus. En fait, il y a deux facteurs. Le premier facteur, c'est les entreprises. Et les entreprises, dans 10 ans, qu'est-ce qu'elles seront? Aujourd'hui, l'informatique, c'est du numérique. Dans 10 ans, on sera sur l'informatique quantique. La puissance de calcul est
infiniment supérieure. Et donc ça va bouger énormément de choses. Donc on ne sait absolument pas ce que sera l'entreprise dans 10 ans, quels seront les marchés, les modèles économiques, etc. Le sous-jacent, c'est l'immobilier. L'immobilier, lui, dépend, l'immobilier d'activité, c'est les caisses de retraite. Donc l'ensemble de l'argent, enfin 80% de l'argent des caisses de retraite, c'est investi dans l'immobilier. Et ce qui donne de la valeur à l'immobilier d'activité, c'est en fait le rendement locatif. Le rendement locatif est basé sur les baux. Donc en fait, on ne peut pas détruire les baux. Si on détricote les baux, on détricote tout le système financier. La retraite. Donc il faudra, oui, la retraite, mais même le système bancaire international. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est garantir les baux ou trouver une nouvelle forme d'utilisation de l'immobilier. Donc le coworking sera un des facteurs, mais pas le seul. Hein. Je pense que l'immobilier sera une forme de logiciel software as a service en fonction des besoins, en fonction de la localisation précise dont on a besoin. Enfin, ce sera une plateforme. Enfin, j'imagine ça comme une grande plateforme. On pourra choisir le style dans lequel on veut aller, l'hôtel à côté, on aura du tout inclus et il y aura de la place pour tous les bons aménageurs et les espaces de coworking. Ça, j'en suis persuadé. Merci Liel. Marie, le mot de la fin, du coup, c'est pour toi. Non, mais je pense qu'en conclusion, j'allais dire la frontière entre l'espace de travail et la maison s'efface peu à peu. On le voit dans ma partie en termes d'aménagement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est tous habitués à avoir des canapés, tout le mobilier de l'habitation est arrivé dans le bureau. Je pense que peut-être dans 10 ans, effectivement, on aura de moins en moins de frontières et la possibilité de dormir pas loin de son bureau ou d'avoir dans des immeubles un business center comme on a dans les hôtels aujourd'hui. Enfin, voilà, les frontières s'arrêtent et s'effacent. Et après, la technologie nous aidera effectivement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut déjà faire une réunion avec 10 destinations dans le monde grâce à la vidéoconférence. Demain, je pense que ce sera encore plus... Enfin, on aura à peine besoin de se déplacer. Donc, voilà. Mais il n'y a plus vraiment de frontières. Il faut faire attention aussi parce que c'est dangereux. Mais sacré d'autrice. Merci beaucoup, merci à tous. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je crois qu'on est un peu pressé par le temps, mais si on a le temps pour une ou deux petites questions ou c'est trop court. Sinon, voilà, tous les intervenants seront juste à côté. Si vous voulez venir nous voir, il y a 2-3 minutes. Maxi, alors est-ce que quelqu'un a une question? Sinon, on peut vous retrouver juste à côté après pour échanger et poursuivre un peu les discussions. Non? Bon, on est à votre disposition alors à l'issue de la conférence. Merci à tous en tout cas. Bravo.